La liste des pathologies du coude est très longue. Cependant, je retiens 3 principales causes qui amènent les patients à consulter un chirurgien du coude. En premier lieu, il s'agit de la raideur. En second, nous aurons l'instabilité de coude, aiguë ou chronique. Et enfin, nous aurons l'exploration de la douleur persistante, qu'elle soit mécanique, inflammatoire ou neuropathique. Et c'est autour de ces 3 symptômes que votre examen clinique doit se construire. Il faut explorer méthodiquement chacun de ces symptômes, quel que soit le motif de la consultation du patient. Car un symptôme peut en cacher un autre, et beaucoup de pathologies du coude vont combiner plusieurs symptômes. La normale se situe entre 5 et 15 degrés, quel que soit le sexe. Puis il faut analyser les amplitudes articulaires passives. Alors il y a plusieurs méthodes pour décrire les amplitudes articulaires de nos patients, mais personnellement j'utilise une méthode qui se veut simple et reproductible et qui consiste sur l'arc d'extension-flexion à rapporter en premier l'extension maximale théorique commun à tous nos patients, c'est-à-dire 0 degré. Puis l'extension maximale que mon patient est capable d'effectuer à la consultation. Et enfin, le chiffre de flexion maximale que le patient va également effectuer lors de cette consultation. Si vous avez par exemple un patient avec un déficit d'extension de 30 degrés et une flexion de 110 degrés, alors vous direz qu'il a 0 degré, anti-slash 30 degrés, anti-slash 110 degrés sur l'arc d'extension-flexion. Pour ce qui est de la pronospination, c'est très simple, vous rapportez l'amplitude articulaire de la pronation et de la supination par rapport à la position neutre. À noter tout de même un détail important, lorsque vous mesurez la pronospination, vous devez toujours coter cette dernière avec un coude fléchi à 90 degrés. En effet, en fléchissant le coude, vous éviterez les mouvements de rotation interne, rotation externe de l'épaule qui pourraient fausser votre mesure de la pronospination. Ensuite, vous reproduisez exactement la même séquence pour la mesure des amplitudes actives. Lors de l'analyse de la raideur, il est indispensable également de vérifier l'absence de neuropathie du nerf ulnaire au coude. En effet, le patient peut avoir une neuropathie du nerf ulnaire à plus de 3 mois d'un traumatisme du coude. Ceci a largement été décrit dans la littérature, et les paresthésies en flexion de coude peuvent causer un enraidissement progressif chez les patients qui veulent prévenir la survenue de paresthésie en évitant les amplitudes maximales en flexion. Il faut donc à minima toujours rechercher un tunnel sur le trajet du nerf ulnaire au coude chez les patients avec une raideur. La raideur de coude est définie comme un déficit d'extension supérieur à 30 degrés et de flexion inférieure à 120 degrés. Le professeur Moret considérait que les patients ont besoin d'amplitude articulaire comprise entre 30 degrés d'extension et 130 degrés de flexion pour ne pas être gênés dans leurs activités du quotidien. On retient également qu'une réduction de 50% des amplitudes articulaires va entraîner une perte de la fonction du membre supérieur de 80%. Classiquement, on faisait le distinguo entre les raideurs intrinsèques, qui étaient liées à des problématiques intra-articulaires, et les raideurs extrinsèques, liées à des problématiques extra-articulaires. Cependant, on considère que plus de 50% des raideurs du coude combinent à la fois une composante intrinsèque et extrinsèque. Et de plus, de nouvelles classifications plus précises et reproductibles ont été publiées, ceci rendant ces notions d'intrinsèque et d'extrinsèque quelque peu obsolètes. Pour ce qui est de l'analyse de la stabilité du coude, il faudra explorer les 2 grands modes d'instabilité combinés qui sont l'instabilité postérolatérale rotatoire et l'instabilité postéromédiale rotatoire. À ces 2 grands modes d'instabilité, il faudra tout de même rechercher des instabilités plus simples telles que l'instabilité en valgus et l'instabilité en varus. Le PLRI est causé par une contrainte axiale combinée à une contrainte en valgus et en hyperspination. Selon les écoles, on considère que la principale force est l'hyperspination et que c'est le LCUL qui sera principalement concerné. D'autres auteurs considèrent que c'est le valgus qui prédomine et c'est alors le ligament collatéral médial faisceau antérieur qui est le principal concerné. Cette controverse vaut surtout pour les instabilités aiguës et notamment les terribles triades. Car pour ce qui est des instabilités chroniques, le rôle du LCUL dans la genèse d'un PLRI chronique est consensuel et accepté de tous. Concernant les instabilités postéromédiales rotatoires, l'instabilité s'observe avec un mécanisme là aussi de contrainte axiale, mais avec une pronation et un varus. Ce jeu de contraintes va causer une rupture du complexe ligamentaire collatéral latéral, ainsi qu'une fracture de la coronoïde de type T2 selon la classification d'Odriscoll. À ces lésions s'ajoute classiquement une rupture du faisceau postérieur du ligament collatéral médial. Les instabilités de type PMRI et les lésions qu'elles engendrent sont très pourvoyeuses d'arthrose à moyen-long terme. Ainsi, pour explorer les instabilités postérolatérales rotatoires, nous aurons 4 tests à disposition.
Tout d'abord, le plus connu, le lateral pivot shift test. En consultation, il a une sensibilité faible de 38%. Par contre, au bloc opératoire, ce test a une sensibilité de 100% s'il est réalisé sous anesthésie générale. A noter par ailleurs que ce test a une spécificité de 100% qu'il soit réalisé sur un patient en consultation ou sous anesthésie générale au bloc opératoire. Une alternative récente au lateral pivot shift test a été proposée. Il s'agit du postérolateral rotatory drawer test. Il faut dans ce cas mettre le bras en position neutre et fixer l'humérus avec l'autre main. Ensuite, il faut placer son pouce sur la portion antérieure du radius proximal. Et on applique ainsi directement sur le radius proximal une force postérolatérale rotatoire afin d'obtenir une discrète subluxation de la tête radiale. Ce test peut également être réalisé sur un patient en décubitus dorsal. Ce test se voulait plus sensible que le lateral pivot shift test. Cependant, la littérature sur ce test est rare et ne permet pas de confirmer la supériorité du drawer test par rapport au lateral pivot shift test. Le lateral pivot shift test et le postérolateral rotatory drawer test sont les deux grands tests pour évaluer l'instabilité postérolatérale rotatoire. Cependant, des tests plus récents et surtout plus simples ont également été proposés. Il s'agit notamment du chair et du prone push-up test. Pour ce qui est du chair test, on demande au patient de se positionner sur une chaise avec ses mains sur les rebords de la chaise. Et ensuite de se lever en poussant sur ses avant-bras, ce qui permet de reproduire à la fois une contrainte axiale et un mouvement de supination. De la même manière, on pourra lui demander de faire le tabletop test pour reproduire la contrainte axiale avec supination. Et enfin, le tabletop rotation test, durant lequel on positionne sa main sur le bord postérolatéral de l'articulation radiocapitulaire pour palper un ressaut ou une subluxation de la tête radiale. Le chair ou le prone push-up test ou encore le tabletop rotation test ont des sensibilités qui sont satisfaisantes, évaluées entre 88 et 100% dans la littérature. Concernant les instabilités postéromédiales rotatoires, il va s'agir surtout d'évaluer une laxité en varus. Le Gravity Assisted Varus Stress consiste simplement à placer l'épaule en abduction et demander au patient de faire un mouvement de flexion-extension du coude contre pesanteur. Ce test exerce une pression gravitationnelle sur le complexe ligamentaire collatéral latéral et déclenche la douleur chez le patient, voire même une incapacité à faire l'extension complète. Le deuxième grand test de l'instabilité postéromédiale rotatoire est le Varus Elbow Stress Test. Avec ce test, nous évaluons le complexe ligamentaire collatéral latéral en exerçant une contrainte en varus sur un coude fléchi entre 20 et 30 degrés. Pour ce test, il faut correctement fixer l'humérus pour éviter toute rotation interne du bras qui fausserait l'appréciation du varus. Concernant l'instabilité en valgus simple, j'utilise 4 tests. Le plus simple des 4, c'est le valgus stress test. Il est réalisé en flexion à 30 degrés. En pronation, vous chercherez davantage une lésion du faisceau antérieur du ligament collatéral médial. Cependant, ce test a classiquement été décrit en supination. Ce test a une sensibilité faible pour diagnostiquer une laxité en valgus. Selon la littérature, la sensibilité est de 18%, mais la spécificité est de 100% si on considère que le test est positif lorsqu'on a mis en évidence une laxité. La sensibilité augmente à 65% si on considère le test positif lorsqu'on déclenche une douleur du patient lors du valgus stress. Par contre, la douleur en valgus est très aspécifique et en effet vous aurez une spécificité qui s'effondrera à 50% si vous ne prenez en compte que la douleur. Le deuxième test très connu est le milking test. Il consiste à exercer une contrainte en valgus sur un coude fléchi à 70 degrés. Le test est positif si on obtient une douleur à la palpation directe du faisceau antérieur du ligament collatéral médial. L'amélioration du milking test a été proposée avec le moving milking test. Nous partons de la même position de départ, à savoir une flexion de coude à 70 degrés avec une légère adduction du bras et une contrainte en valgus. Cependant, nous y associons également un mouvement rapide d'extension du coude. Ce mouvement rapide d'extension du coude doit permettre d'améliorer la sensibilité et la spécificité du test. Selon la littérature, ce test a une sensibilité de 100% et une spécificité de 75%. Pour évaluer la douleur au coude, il faut vérifier notamment le tendon du biceps, le tendon du triceps, la plica et les neuropathies du nerf ulnaire. Pour ce qui est du nerf ulnaire, vous l'avez déjà vérifié lorsque vous avez évalué la mobilité de votre coude.
D'autres neuropathies bien sûr existent, telles que celle du nerf interosseux postérieur. Néanmoins, compte tenu de leur rareté, nous ne les détaillerons pas dans ce topo. Concernant les tests du biceps, le hook test est le plus connu. Il permet d'identifier une rupture distale de ce biceps. Il faut crocheter le tendon sur sa face postérieure avec notre index en passant sur le bord latéral du tendon. Le coude doit être en flexion à 90 degrés et en supination complète. La sensibilité du test est bonne puisqu'elle est entre 80 et 100% et la spécificité est évaluée à 100%. L'alternative au hook test est le supination pronation test. C'est un test simple à réaliser mais qui nécessite des épaules fonctionnelles. Car en effet, le patient devra mettre ses épaules à 90 degrés d'abduction en bilatéral et mettre les coudes en flexion à 90 degrés. Vous lui demanderez alors de réaliser un mouvement de pronosupination. Si le biceps est fonctionnel, la supination doit permettre une ascension du biceps. En cas de rupture du biceps distal, alors vous n'observerez pas d'ascension de ce biceps en pronation et en supination. Ce test a une sensibilité de 100%. Par contre, on ignore la spécificité de ce test. Un troisième test très simple peut être réalisé pour évaluer votre biceps distal. Il s'agit du squeeze test. Ce squeeze test consiste à comprimer le corps du biceps brachial sur un coude fléchi à 90 degrés. La compression du corps du biceps brachial doit entraîner une supination de l'avant-bras. Ce test a une sensibilité de 100% et une spécificité de 67%. Et enfin, pour les ruptures partielles du biceps distal, vous pourrez rechercher le tilt sign. Le tilt sign nécessite un peu d'expérience pour être bien réalisé. Vous devez placer le coude à 90 degrés et ensuite faire un peu de pronosupination pour repérer la hauteur de la tête radiale. Vous décalez ensuite légèrement en distalité votre doigt pour le positionner en regard de la tubérosité du biceps. Ce doigt doit être positionné sur le bord inférieur du radius. Et lorsque vous réaliserez une hyperpronation, la tubérosité bicipitale doit venir au contact de votre doigt positionné sur le bord inférieur du radius. La palpation de la tubérosité bicipitale doit déclencher la douleur chez un patient qui a une probable rupture partielle du biceps. Pour l'examen des épicondylites latérales, j'utilise 4 tests. Le premier d'entre eux est le Cosen test. Ce test est réalisé avec un coude en extension complète et nous demandons au patient de réaliser une extension du poignet contre résistance. Ce test permet une sensibilité et une spécificité de 80%. Le Polks test correspond à la même chose, mais avec un coude fléchi à 90 degrés. Classiquement, lors de votre consultation, vous constaterez que la douleur est moins forte lorsque le coude est fléchi que lorsque le coude est étendu. Il est donc classique de déclencher une douleur beaucoup plus forte lors du Cosen test que lors du Polks test. Et enfin, le test de Maudsley qui consiste en une extension contrariée du troisième rayon chez un patient avec un coude en flexion à 90 degrés. Concernant les tendons épicondyliens médiaux, je réalise classiquement 2 tests. Tout d'abord le Golfer Elbow test qui consiste en une extension passive du coude et du poignet. Et enfin le Polks test des épicondyliens médiaux qui consiste en une flexion contraire du poignet chez un patient avec un coude fléchi. Pour évaluer le triceps, j'utilise le triceps squeeze test qui est un test très simple mais dont la sensibilité et la spécificité ne sont pas connues. Il faut que vous placiez le patient en décubitus ventral avec le bras en dehors de la table. Il suffit ensuite de presser le corps musculaire et cette pression du corps musculaire doit entraîner une extension du coude. L'absence d'extension doit faire suspecter une rupture de ce tendon. Pour évaluer les plicas, je réalise un PRCP test, c'est-à-dire un postérolatéral radiocapitellaire plica test. Ce test est relativement simple à réaliser. Il s'agit de placer le coude en extension pronation. On déclenchera la douleur à la palpation du bord postérolatéral du coude lorsque ce dernier est à 10 degrés de flexion. Puis la douleur diminuera progressivement au fur et à mesure de la flexion jusqu'à un amendement des douleurs en flexion maximale. Comme vous avez pu le voir, je réalise un examen clinique à 3 tiroirs, le tiroir raideur, le tiroir instabilité et le tiroir douleur. Cependant, attention, vous devez avoir en tête que les pathologies du coude combinent le plus souvent raideur et douleur, instabilité et douleur, voire même raideur, instabilité et douleur. Votre examen clinique doit donc être complet et systématique, ou autrement dit reproductible, si vous voulez avoir un diagnostic fiable.
Et ainsi, on peut citer plusieurs pathologies qui vont combiner plusieurs symptômes majeurs. Par exemple, les épicondylites latérales qui peuvent combiner à la fois une douleur tendineuse avec une instabilité postérolatérale rotatoire et ou une neuropathie du nerf interosseux postérieur. De la même manière, les instabilités postéromédiales rotatoires peuvent combiner à la fois une instabilité en varus et des douleurs, voire de la raideur, liées à l'arthrose secondaire. Et puis d'autres lésions telles que les overload extension valgus ou les coudes du boxeur peuvent combiner plusieurs symptômes majeurs. Ainsi, en conclusion, il faut connaître un test pour chaque lésion testée. Il est inutile de multiplier les tests pour chaque structure. Il vaut mieux faire un test parfaitement exécuté plutôt que plusieurs tests approximatifs. Il faut également retenir les deux grands mécanismes d'instabilité combinée du coude qui sont le PLRI et le PMRI, car ils sont la cause de survenue de nombreux symptômes. Ils agissent en arrière-fond, ils ne sont pas forcément visibles d'entrée, et il faut donc réaliser les tests adéquats pour pouvoir les diagnostiquer. Et puis bien sûr, les trois principaux symptômes autour desquels vous devez articuler votre examen clinique, qui sont la raideur, l'instabilité et la douleur de coude.